Depuis le 1er janvier, l'État français connaît toutes vos transactions crypto. For sure. Chaque achat, chaque vente, chaque transfert, tout. For sure. Et en quelques jours seulement, une dizaine d'enlèvements ont déjà eu lieu en France, la plupart liés à la crypto. Mais ce n'est pas tout, cette semaine on a eu aussi découvert que Jeffrey Epstein, le célèbre prédateur sexuel, a financé le développement de Bitcoin. Et pendant ce temps, les tensions entre les États-Unis et l'Iran ont fait plonger le marché crypto. Bitcoin est sous les 74 000 $, son plus bas niveau depuis 9 mois. Bienvenue en 2026. Salut, c'est Thibaut et j'espère que vous allez bien. On est parti pour le tout premier Thibaut des cryptos de l'année, le récap hebdo des actus crypto les plus importantes et intéressantes. Cette année, j'ai décidé de reprendre ce format que vous avez beaucoup apprécié, mais de manière plus régulière. On va en faire un vrai rendez-vous toutes les semaines. Chaque dimanche à 18 h, vous aurez le droit à votre récap des actus et opportunités les plus importantes de la semaine. Pensez bien à vous abonner et activer la cloche pour me motiver à garder ce rythme. On commence fort avec une actu qui concerne directement ton portefeuille et ta sécurité. Mais avant d'attaquer, alerte de dernière minute. Entre le moment où j'ai tourné cette vidéo hier et maintenant, le marché crypto vient de vivre un événement majeur. Bitcoin a littéralement crashé. On vient de passer sous les 60 000 $. Je répète, 60 000 $. Et on est revenu au niveau donc de 2021. Moins 45% depuis le pic d'octobre. Et là, je sais ce que tu te dis. Thibaut, c'est la catastrophe. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vend tout? Est-ce qu'on attend? Est-ce que c'est la fin du Bitcoin? Alors déjà, respire parce que je vais te dire un truc que personne d'autre ne va te dire cette semaine. Ce crash, c'est exactement ce que j'attendais. Et je vais t'expliquer pourquoi dans quelques minutes. Mais avant, laisse-moi te donner les chiffres pour que tu comprennes l'ampleur de ce qui vient se passer. Plus d'1 milliard de liquidation en 24 heures. Ethereum vient de passer sous les 2000 $. Le XRP a perdu 13% d'un coup. L'indice de peur et l'avidité est à 15 en territoire de panique totale donc. Et sur Kalshi, les parieurs donnent maintenant 75% de chances qu'on passe sous les 58 000 $ avant la fin d'année. Alors, qu'est-ce qui a déclenché ce massacre? 3 choses. Premièrement, c'est le fait que Kevin Warsh vient d'être nommé pour remplacer Jerome Powell à la Fed. Et ce type est un faucon. Il veut des taux élevés, un bilan restreint, tous les actifs risquent donc de plonger. Deuxièmement, les ETF Bitcoin américains saignent. 7 milliards de sorties en novembre, 2 milliards en décembre, 3 milliards en janvier, donc les institutions fuient. Et troisièmement, la réglementation crypto aux États-Unis est au point mort. Le Clarity Act est bloqué au Congrès depuis des mois. Zéro clarté, zéro confiance. Voilà pour le contexte. Maintenant, voici ce que personne ne te dira. Moi, personnellement, j'adore les soldes. Et là, on est en plein dans les soldes de l'année. Parce que regarde l'histoire. 2018, Bitcoin tombe à 3 000 $. Tout le monde dit que c'est mort. Résultat, ceux qui achètent font x20. 2022, Bitcoin tombe à 15 000 $. Même panique. Résultat après x8 pour ceux qui ont su être patients. Et aujourd'hui, donc on est passé sous les 60 000 $. L'indice de peur est au même niveau qu'à l'époque. Est-ce que tu vois le pattern? Les meilleurs gains en crypto, il faut savoir qu'ils se font quand tout le monde a peur, quand les gens capitulent, quand tu lis partout que c'est la fin, et c'est exactement ce moment-là que les smart money accumulent. Et devine quoi, on est pile à ce moment-là. Donc dans quelques minutes, après qu'on ait parlé de DAC8, d'Epstein et de tous les autres actus de la semaine, je vais te dire exactement ce que je fais dans cette situation. Je vais te dire aussi comment je me positionne, est-ce que j'achète maintenant ou est-ce que j'attends encore, et surtout comment ne pas faire l'erreur que 90% des gens font à chaque cycle, c'est-à-dire acheter quand c'est rassurant et cher, au lieu d'acheter quand ça fait peur mais que c'est soldé. Mais d'abord, on va parler de DAC8 parce que cette histoire-là, elle concerne directement ta sécurité en France. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, DAC8, c'est quoi exactement? C'est une directive européenne qui vient de rentrer en application le 1er janvier. Et ce qui vient de changer va vous choquer. Jusqu'à fin 2025, voici ce que l'État savait sur vos cryptos. Vous deviez déclarer que vous aviez un compte sur Binance, Kraken ou Coinbase. C'est tout. Les exchanges transmettaient au fisc le fait que vous aviez un compte chez eux, mais sans détail. Alors que depuis le 1er janvier 2026, tout a changé. Maintenant, le fisc français a accès à tout. Votre nom complet, votre adresse, le montant exact que vous détenez, toutes vos transactions une par une, vos transferts vers d'autres wallets, la valeur en euros de chaque transaction au moment où vous l'avez faite. En gros, ils savent tout. Et attention, parce que ça ne s'arrête pas là. Si le fisc a le moindre soupçon de fraude, ils peuvent remonter jusqu'à 10 ans en arrière. 10 ans, ça veut dire que même si vous avez vendu en 2018 et que vous pensiez que c'était derrière vous, ce n'est plus le cas. Et même les plateformes non européennes doivent se plier à cette règle si elles ont des clients en Europe. Binance, oui, Kraken, oui, Coinbase, oui. Seuls les wallets auto-hébergés comme MetaMask ou Ledger échappent encore à cette surveillance, du moins pour l'instant. Maintenant, parlons franchement. La crypto est née après 2008 pour échapper exactement à ça. Le contrôle bancaire, la surveillance de l'État,
l'arbitraire des institutions, Bitcoin a été créé, je vous le rappelle, pour redonner aux individus la maîtrise de leur propre argent. Et qu'est-ce que fait l'Europe avec DAC8? Elle recrée le système que la crypto voulait détruire. On vous vend de la transparence, en réalité, on impose de la surveillance. Ce n'est plus de la fiscalité, c'est du flicage financier. Parce que soyons clairs, avec DAC8, l'État considère que tout détenteur de crypto est un fraudeur potentiel. Maintenant, vous devez prouver votre innocence et plus l'inverse. Et le pire dans tout ça, c'est que cette surveillance massive crée un danger bien réel. Et on y vient maintenant. Depuis le début 2026, en seulement quelques jours, la France a connu 4 enlèvements liés à la crypto. 4 en seulement quelques jours. L'un des plus médiatisés qui a eu lieu il y a quelques mois. David Ballan, cofondateur de Ledger, qui a été kidnappé à son domicile avec sa femme avec une demande de rançon demandée en crypto. Un autre entrepreneur du secteur, son père, a été enlevé lui aussi et retenu en otage pendant 48 heures. Près de La Rochelle, un couple séquestré et frappé pendant 2 heures. Les agresseurs savaient exactement combien ils avaient. Résultat, 10 millions de dollars volés. Et le plus choquant dans tout ça, est-ce que vous savez comment les criminels ont eu ces informations? Via les fuites de données. Ledger a subi une fuite massive en 2020. Au total, 1 million d'emails, 250 000 adresses postales ont fuité pour une amende de 750 000 € pour Ledger. Mais les victimes, elles, sont toujours exposées. Free en 2024. Fuite massive. Et le plus inquiétant, c'est en décembre dernier, le ministère de l'Intérieur lui-même s'est fait hacker. 16 millions de personnes potentiellement exposées. Mais ça ne s'arrête pas là. En juillet dernier, le Parisien révélait qu'une agente de la Direction générale des finances publiques transmettait des informations confidentielles au crime organisé. Une fonctionnaire des impôts qui vendait vos données aux gangsters. Et là, vous voyez où je veux en venir. DAC8 centralise toutes vos informations crypto dans des bases de données gouvernementales. Et si un fonctionnaire des impôts peut être corrompu, si le ministère de l'Intérieur peut se faire hacker, comment le gouvernement peut-il garantir la sécurité de vos données? La réponse est simple, il ne peut pas. DAC8 ne vous protège pas, elle vous expose. Elle colle une cible dans votre dos. Voilà pour l'actu principale. Maintenant, on passe aux actus importantes de la semaine. Et croyez-moi, ça ne devient pas plus joyeux. Cette semaine, le département de la justice américain a publié 3,5 millions de pages de documents sur Jeffrey Epstein, et au milieu de tout ça, on découvre qu'Epstein a financé le développement de Bitcoin dans ses premières années. Alors, j'y réponds de suite, non, Epstein n'a pas créé le Bitcoin, ça c'est clair, il n'était pas Satoshi Nakamoto, mais ce qui vient d'être révélé, c'est qu'il a joué un rôle beaucoup plus important que ce que l'on pensait dans l'infrastructure de Bitcoin. Et voici les faits. En 2014, Epstein a investi 500 000 $ dans Blockstream, une des entreprises les plus importantes dans le développement de Bitcoin. Il a aussi investi 3 millions de dollars dans Coinbase, la même année, à une valorisation de 400 millions. Aujourd'hui, Coinbase vaut 45 milliards. Mais ce n'est pas tout. Entre 2013 et 2017, Epstein a donné 520 000 $ au MIT Media Lab. Cet argent a servi à payer directement d'ailleurs des développeurs Bitcoin Core, les personnes qui écrivent le code de Bitcoin. Les emails révèlent qu'Epstein était en contact régulier avec des figures majeures de Bitcoin. Adam Back, le CEO de Blockstream, a été d'ailleurs invité sur son île privée. Gavin Andresen, qui a pris la relève de Satoshi Nakamoto comme lead développeur de Bitcoin, a reçu des emails d'Epstein dès 2011. Et dans un email de 2016, Epstein affirme qu'il a parlé au fondateur de Bitcoin. On ne sait pas si c'est vrai, mais ce qui est sûr, c'est qu'il était dans des cercles de pouvoir autour de Bitcoin. Maintenant, est-ce que ça change quelque chose pour Bitcoin aujourd'hui? Honnêtement, pas vraiment. Bitcoin est un logiciel open source, décentralisé. Epstein n'a jamais contrôlé le protocole, mais ça soulève des questions dérangeantes sur qui a financé l'infrastructure crypto dans les premières années, et ça montre à quel point les réseaux d'influence fonctionnent même dans un système qui est censé être décentralisé. La communauté crypto est donc divisée aujourd'hui. Certains développeurs comme Luc Dachir demandent publiquement la démission d'Adam Back de Blockstream. D'autres disent que ce sont de vieilles histoires qui n'ont plus d'importance. C'est un scandale qui va marquer l'histoire de la crypto en tout cas. Troisième actu, et celle-là explique pourquoi Bitcoin est en train de chuter en ce moment même. Les tensions entre les États-Unis et l'Iran ont fait plonger le marché crypto cette semaine. Fin janvier, Donald Trump a annoncé que l'armée américaine avançait vers l'Iran. Résultat immédiat, le marché crypto a perdu plus de 200 milliards de dollars en quelques jours. Bitcoin est tombé sous les 78 000 $, son plus bas niveau depuis novembre 2024. Mais ce n'est pas seulement les tensions militaires qui ont fait peur aux investisseurs. Le 30 janvier, les États-Unis ont sanctionné pour la première fois de l'histoire des exchanges crypto entiers. Deux plateformes britanniques, ZSEX et Zxion, ont été ajoutées à la liste noire américaine. L'accusation,
avoir facilité 1 milliard de dollars de transactions pour les gardiens de la révolution iranienne via Tether sur la blockchain. C'est la première fois que des exchanges entiers sont visés par des sanctions liées à l'Iran, pas juste des wallets individuels. Et il faut comprendre le contexte. L'Iran utilise massivement la crypto pour contourner les sanctions américaines. En 2025, les volumes crypto en Iran ont atteint entre 8 et 10 milliards de dollars. 15 millions d'Iraniens ont de la crypto. Pourquoi? Parce que leur monnaie, le rial, a perdu 2280% de sa valeur face au dollar en un an. C'est une hyperinflation totale, donc les Iraniens se réfugient dans la crypto, mais aussi l'État iranien et les gardiens de la révolution utilisent la crypto pour financer leur opération. Et le résultat pour nous investisseurs, c'est que Bitcoin a été traité comme un actif ultra risqué. Dès que les tensions géopolitiques montent, les gens vendent. 1,7 milliard de dollars de positions liquidées en 24 heures. L'indice de peur et d'avidité est tombé à 16 en territoire de peur extrême. Et Bitcoin a prouvé une fois de plus que ce n'est pas un actif refuge comme l'or. Quand ça chauffe, Bitcoin plonge comme les actions de la tech. Maintenant, la quatrième actu, et c'est la conséquence directe d'ailleurs de tout ce qu'on vient de voir, Bitcoin est actuellement à 76 000 dollars. Cette semaine, il est tombé jusqu'à 72 800 dollars mardi, son plus bas depuis 9 mois. Moins 22% sur un an, moins 16% depuis le début d'année 2026. Et ce n'est pas juste Bitcoin, Ethereum est à 2200 dollars, Solana sous les 100 dollars. Le CIO de Bitwise, une grosse boîte de gestion crypto, a publié une note cette semaine en disant clairement « On n'est pas dans une correction de bull run, on est en pleine crypto winter, comme en 2018, comme en 2022, un hiver crypto complet. Et selon lui, ces hivers durent en moyenne 13 mois, si on considère que ça commence en janvier 2025. On pourrait être proche du fond, mais personne ne sait vraiment. Ce qui est sûr, c'est que les flux institutionnels sont négatifs. Les ETF Bitcoin ont enregistré 1 milliard de dollars de sorties nettes la semaine dernière. Les retail investors ne reviennent pas. 106 millions de personnes détiennent du Bitcoin dans le monde, mais il n'y a pas de nouveaux acheteurs. Pendant ce temps, l'or et l'argent, eux, font des nouveaux records. L'or est monté à plus de 5500 dollars l'once. Donc oui, pour l'instant, le marché préfère les métaux précieux à la crypto. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des actus de la semaine, revenons sur ce crash de Bitcoin à 60 000 dollars dont je te parlais au début. Parce que je t'avais promis de te dire exactement ce que je fais dans cette situation. Première chose à comprendre, ce niveau de panique, c'est pas normal. C'est exceptionnel. L'indice de peur à 15, on voit ça une fois tous les 2 voire 3 ans. Et historiquement, chaque fois qu'on atteint ces niveaux-là, c'est le signal que le marché a capitulé. Les mains faibles ont vendu, les positions à effet de levier ont été liquidées. Il ne reste que ceux qui croient vraiment au projet long terme. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est le fond absolu? Personne ne peut te le garantir. On peut encore aller chercher les 50 000 dollars, voire peut-être les 45 000 si vraiment la panique continue. Mais voici la réalité, si tu attends d'être sûr à 100% que c'est le fond, tu auras raté l'opportunité. Et je peux te dire que j'en ai moi-même fait les frais à l'époque. Parce que quand tout le monde sera rassuré, Bitcoin sera déjà remonté à 90 000 dollars, voire même peut-être 100 000. Et là, tu achèterais donc au pire moment. Je vais te donner du coup ma stratégie personnelle que je partage aussi dans mon groupe privé en temps réel. Premièrement, je fais du DCA, donc du Dollar Cost Averaging. J'achète par petites tranches régulières, pas tout d'un coup. Comme ça, si ça baisse encore, je peux continuer d'acheter moins cher. Et si ça remonte, j'ai déjà une position. Deuxièmement, je me concentre sur Bitcoin et Ethereum, pas les shitcoins, non. En période de crash, il faut de la qualité, pas de la spéculation. Et troisièmement, je garde toujours une partie de cash pour profiter si jamais on touche vraiment les 50 voire 45 000 dollars. Mais surtout, et c'est ça le plus important que je veux vous dire, je ne panique pas. Parce que dans ma carrière, depuis 2016, j'ai vu ce film 3 fois. En 2018, en 2021 et en 2022. À chaque fois, c'est la même chose. Panique généralisée, tout le monde vend, les médias annoncent que le Bitcoin est mort et à chaque fois, 6 mois, 1 an plus tard, on est de retour à des sommets historiques. Donc non, je ne vends pas. Au contraire, j'accumule. Et toi, dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans cette situation? Est-ce que tu paniques? Est-ce que tu accumules? Est-ce que tu attends? Mets-le-moi en commentaire. J'aimerais bien savoir comment tu gères ce crash toi aussi. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on voit vraiment qui a compris la crypto et qui suit juste le mouvement de foule. Voilà les amis, c'est tout pour ce premier mois 2026 et franchement on commence sur les chapeaux de roue. DAC8 qui met une cible dans le dos des détenteurs français, Epstein qui a financé Bitcoin, les tensions avec l'Iran qui font plonger le marché et Bitcoin qui teste les 74 000 dollars. Pas exactement le début d'année qu'on espérait, mais c'est ça aussi la crypto, c'est de la volatilité et des surprises. Si tu veux maintenant qu'on analyse tout ça plus en profondeur, notamment comment te protéger face à DAC8, que les révélations Epstein signifient vraiment pour Bitcoin et comment se positionner dans ce marché baissier, on en parle en temps réel dans mon groupe privé. Je partage mes positions sur ces actus, on a des coachs disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre à tes questions. Et l'idée, c'est pas de copier bêtement, c'est d'apprendre en pratiquant. 6000 personnes le font déjà dans mon groupe privé,
c'est 100% gratuit. Pour y accéder gratuitement, il te suffit juste de cliquer sur le premier lien dans la description. Merci en tout cas de m'avoir suivi sur ce premier Thibaut des Cryptos de 2026. On se retrouve sur YouTube de toute façon chaque dimanche pour le récap hebdo à 18h et tous les jours sur Instagram et TikTok pour du contenu crypto court. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. D'ici là, prends soin de toi et surtout, protège ton portfolio. Allez, à dimanche prochain.